De retour dans l'Africaine, notre plateau est toujours au complet. Avec nous, notre invité assistant de production Boubacar Danzourmani, ainsi que nos éditorialistes, bien évidemment, Malika Cher et Daouda Tal. On va parler du Sénégal, puisque le président Macky Sall a inauguré ce lundi 13 juin la centrale électrique du Cap des Biches dans les départements de Rufisque. L'infrastructure a été réalisée avec l'appui de la société américaine Contour Global. Ainsi, 53 mégawatts viennent s'ajouter au réseau électrique national. C'est un sujet d'Ibrahima Dioumaba, commenté par Oumou Keltoumba. Le président de la République du Sénégal a inauguré lundi 13 juin une nouvelle centrale électrique dans le département de Rufisque. Sise au Cap des Biches, cette infrastructure a été réalisée avec l'appui de Contour Global, une société américaine. La capacité de l'ouvrage est estimée à 53 MW. Elle participera à l'effort de réduction du déficit électrique pour les ménages. C'est une puissance qui est peu coûteuse au plan du kilowattheure, puisqu'elle fait partie des centrales de base de notre système électrique. Et cette centrale a été conçue pour être transformable au gaz. Lorsque nous aurons du gaz, dans l'horizon 2020-2022, cette centrale sera transformée pour consommer du gaz. Et en ce moment-là, le coût du kilowattheure sera encore beaucoup plus bas. Donc elle participe au mix énergétique qui a été voulu par les autorités. Elle est une des centrales les plus compétitives de notre système électrique. La centrale Contour Global Cap des Biches a coûté plus de 100 millions de dollars. Les autorités ont beaucoup investi dans le secteur de l'énergie pour améliorer la fourniture de l'électricité. Le Sénégal compte désormais se réorienter vers le mix énergétique. D'ici la fin de l'année, au plus tard en décembre 2016, au moins 50 MW de solaire seront inaugurés et injectés dans le réseau de Sénélec avec la centrale de Bokhol qui fait 20 MW et la centrale de Mewan. Avec le solaire, avec les projets d'éolien que nous avons à Taïba-Ndiaye pour 150 MW, avec les autres projets solaires qui sont en cours. Si tous ces projets sont réalisés, ce serait un bon début pour un mix énergétique compétitif au profit de l'économie du Sénégal, au profit des ménages qui sont demandeurs d'une électricité de qualité et à un moindre coût. La centrale Contour Global Cap des Biches s'ajoute aux ouvrages réalisés à Ziguinchor, à Tobène, à Taïba-Ndiaye. Depuis quelques années, la Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, s'investit dans les énergies renouvelables pour diversifier ses sources de production. Malik, au Sénégal, 56,5% de la population a accès à l'électricité. C'est loin d'être le taux le plus mauvais du continent africain, mais ce n'est pas non plus le meilleur. Cette nouvelle centrale électrique, c'est donc une très bonne chose pour le pays. C'est une très bonne chose, effectivement, et le Sénégal, qui est autour de 15 millions d'habitants, mériterait quand même d'avoir une population qui a accès à 100% à l'électricité. Donc effectivement, il y a encore du chemin. C'est une bonne nouvelle. Nos États africains, en l'occurrence ici le Sénégal, mais d'autres pays africains souffrent malheureusement de coupures, notamment durant la période estivale, parce que nous avons un problème de surcharge, de forte consommation, et c'est le cas au Sénégal aussi. Et pour éviter ces coupures qui peuvent altérer justement l'économie du pays, il faudrait justement renforcer ce pack énergétique. Et donc le Sénégal a les atouts pour justement promouvoir les énergies renouvelables. Je pense à l'éolien, mais je pense aussi à la biomasse. Il y a des possibilités dans ce domaine-là. Donc bonne nouvelle pour le Sénégal. Il faudrait davantage lutter contre cette déperdition et cette pauvreté, je dirais, entre guillemets, énergétique qui frappe les populations, souvent les plus démunies. Il y a un programme en ce sens qui est mis en place au Sénégal. J'espère qu'il va davantage être boosté. Pourquoi? Parce que la population continue de croître, même si le Sénégal croît annuellement de 2-3% par an. C'est pas la démographie la plus dynamique du continent, mais il faut parer aussi à cette tendance-là et à cette population qui s'accroît. Qui dit population qui s'accroît dit nécessité de renforcer le pack énergétique. Daouda, vous maîtrisez bien ce dossier sénégalais. On a le PSE au Sénégal, le plan Sénégal émergent, un plan justement dans lequel il a rappelé que le Sénégal a les atouts pour devenir émergent prochainement. Dans un tel contexte, il est primordial pour le pays de régler ce problème de déficit énergétique. Oui, vous faites bien de le rappeler. D'ailleurs, c'est ce qui peut être le facteur de blocage de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Voilà, l'énergie reste le point noir, entre guillemets,
de l'économie sénégalaise. Ça, on l'a toujours dit, et pour avoir eu l'occasion de travailler dans l'élaboration de ce plan Sénégal émergent dès le début, c'est ce secteur-là, l'énergie, qui avait été identifié comme facteur potentiel de blocage majeur. Et il est heureux donc que le président Macky Sall apporte des réponses vis-à-vis de cette question. Rappelons-nous que c'est d'ailleurs cette question énergétique qui avait précipité le départ d'Abdoulaye Wade en 2011-2012, avec des coupures intempestives un peu partout dans le pays. Donc je pense qu'aujourd'hui, la situation s'est beaucoup améliorée, il faut le dire. Et donc, j'espère que ça va continuer comme ça. Et ce qui me fait plaisir également, c'est le fait qu'on mise sur les énergies renouvelables. Au départ, le président Macky Sall avait un projet de construction d'une centrale à charbon. Ça a fait parler beaucoup parce que le charbon, c'est quand même une énergie qui n'est pas renouvelable et qui est pas terrible pour l'environnement. Et il a fait marche arrière là-dessus pour développer des énergies renouvelables. Et là, il me semble qu'il y a un objectif d'atteindre 20% de la production totale d'ici 2017. Donc ça, c'est une très bonne chose. Je pense que des efforts sont faits dans ce sens, puisque le plan Sénégal émergent, comme vous le rappeliez, c'est surtout assurer la transformation structurelle de l'économie, c'est-à-dire développer des petites et moyennes entreprises. Sans énergie, les petites et moyennes entreprises ne peuvent pas se développer. Voilà. Forcément. Monsieur Danzourmani, une réaction? Oui, je vais réagir par rapport à ça, parce qu'il s'agit de l'énergie. C'est vrai, on peut féliciter Sénégal qui vient d'inaugurer cette centrale. Mais j'espère qu'on pouvait toutefois aussi demander aux pays africains de faire une mutualité, si on peut le dire, pour créer des centrales énergétiques par rapport au soleil, parce qu'on en a beaucoup, ou bien par rapport aux éoliennes qui, là-bas, je ne pense pas que l'air va manquer en Afrique. De toute façon, c'est des énergies, si on arrive à le faire, on ne peut pas développer un pays sans énergie. C'est-à-dire la meilleure politique pour développer un pays, c'est avoir de l'énergie. Parce que vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas d'énergie. Imaginez que vous êtes en train de travailler ici dans ce studio et qu'il y a une coupure, je pense que tout va s'arrêter. C'est vrai, les délestages, c'est le plus gros problème sur le continent. Oui. Et on va parler du Ghana, puisque dans le pays, la production cacaoyère prochaine s'annonce difficile. Les conditions météorologiques rudes ont été à l'origine de la faible récolte de la saison 2014-2015. Et pour les acteurs de la filière, le même scénario pourrait bien se répéter si aucune mesure efficace n'est prise rapidement. Siamlo, Victoria Sedji. Baisse prévisionnelle de la production cacaoyère au Ghana. Selon les experts, les difficiles conditions climatiques sont à l'origine de cette situation. Déjà lors de la saison agricole 2014-2015, la production de cacao avait chuté à 730 000 tonnes contre une prévision initiale de millions de tonnes. Cette année encore, l'harmattan et la rareté des pluies font peser des risques sur les rendements des champs du cacao. Nous sommes inquiétés par l'harmattan, même si nous avons essayé d'être patients. Il peut vraiment affecter les plantations de cacao parce qu'il n'y a pas eu assez de pluie. De plus, les agriculteurs manquent d'intrants agricoles tels que les engrais. Le gouvernement devrait essayer de faire quelque chose pour nous. Pour anticiper sur la récolte, les fonctionnaires de l'organisme de réglementation de l'industrie cacaoyère envisagent de mettre en place certaines mesures pour pallier les aléas climatiques. Grâce à ces mesures, ils espèrent atteindre une production de 850 000 tonnes de cacao la saison prochaine. Nous avions ciblé une production de 850 000 tonnes métriques. Avec les mesures prises, nous pensons que nous pourrons atteindre cet objectif. Avec le début de la saison des pluies, nous suivons l'évolution et réajusterons nos prévisions en fonction de tous ces aléas climatiques. Le cacao est une importante source de devises pour le pays. En 2015, l'harmattan avait réduit la contribution du secteur au PIB à 1,4%, entraînant ainsi un ralentissement de la croissance du secteur agricole de 4,6% à 2,4%. On parle de conditions, Daouda, météorologiques défavorables pour expliquer cette baisse de production. Dans ce contexte-là, que peuvent faire les producteurs ou encore les autorités pour éviter une nouvelle baisse de production? C'est des facteurs exogènes, Amira. Donc, c'est des chocs exogènes. Donc, à mon avis, sur les conditions climatiques, ils peuvent pas grand-chose. Maintenant, pour améliorer, on peut jouer sur le rendement.
le rendement à l'hectare, par exemple. Et pour ça, il faut améliorer la mécanisation de l'agriculture. Là où vous, je dis un exemple comme ça, là où vous produisez X tonnes en X hectares, je pense que vous pouvez faire plus en plus petite surface si vous avez le matériel nécessaire. Donc, à mon avis, c'est là-dessus qu'il faut miser pour améliorer cette productivité du cacao dans ce pays, au Ghana. Le problème maintenant, c'est que c'est des projets qui se font sur du long terme. Bien entendu, transformer de manière structurelle l'agriculture, ça nécessite une vision à long terme et qui aider les petits producteurs, puisque le cacao est essentiellement cultivé par les petits producteurs, leur doter de machines moyennes et importantes, suffisamment efficaces pour pouvoir améliorer leur rendement. Maintenant, je pense, juste pour terminer sur ce point, je pense que c'est quand même le cacao, c'est quelque chose qui est très important pour les économies africaines. Aujourd'hui, vous prenez les 2 premiers pays producteurs de cacao, comme la Côte d'Ivoire et le Ghana, ils font, allez, on va dire grosso modo 60% de la production mondiale. Et à partir de ce moment-là, je pense que même si les cours du cacao baissent, s'il y a une matière première, une matière en tout cas sur laquelle, une culture sur laquelle l'Afrique peut jouer par rapport à son leadership pour influencer les marchés mondiaux, c'est bien le cacao. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, il faut avancer vers ces questions-là avec l'OMC pour davantage stabiliser les revenus qu'ont l'État et les petits producteurs. Mais bon, dans un contexte où les matières premières baissent, le pétrole, le gaz, le fer, j'espère que le cacao va résister parce que c'est la matière qui résiste le plus en règle générale. Melik, selon vous, quel levier actionner pour que les petits et grands agriculteurs ne dépendent plus autant des aléas climatiques ? C'est très difficile, Daouda l'a bien dit, ce sont des facteurs externes, mais je pense que c'est de la responsabilité de l'État de mettre en place des veilles, je dirais des veilles météorologiques pour permettre de ne pas répéter ces problèmes qui se posent chez les agriculteurs qui se trouvent souvent démunis et qui malheureusement au dernier moment ne peuvent rien faire pour améliorer leur production. Donc il faut que ça soit aussi un élément de concertation entre l'État, les agriculteurs et les services aussi de météorologie. Il faut qu'il y ait des planifications. Dès lors qu'il y a un problème sur le plan des précipitations, par exemple, ou autre, pour le cacao, il faut des schémas d'alerte, des propositions qui permettent de pallier justement, par exemple, un déficit pluviométrique, ce qui manque cruellement dans nos États africains. Parce que le cacao fait vivre beaucoup d'agriculteurs et l'État doit s'organiser pour cela, parce que l'État est en ce moment, au Ghana et dans d'autres pays africains, trop sensible et trop, je dirais, impacté par ces aléas climatiques. Et ces aléas climatiques vont se multiplier, comme on le sait, ces prochaines années. Donc, il faut mettre en place cette organisation-là entre les agriculteurs et, par exemple, les services de météorologie pour permettre de pallier à ces problèmes-là. Et il y a aussi d'autres problèmes qui sont plus structurels pour le cacao, et Daouda en a parlé par exemple pour le financement, mais le Ghana souffre d'un problème malheureusement dans d'autres filières agricoles, aussi dans l'ananas. C'était un des piliers dans l'exportation de l'ananas par exemple en Afrique de l'Ouest, et il se retrouve aussi avec ce problème-là de faiblesse de l'exportation. Donc il y a plusieurs choses à mener et une organisation qui doit être beaucoup plus planifiée pour qu'on arrête de répéter ces erreurs-là. Le cacao, comme l'ananas, c'est la richesse aussi de ce pays-là qui peut être vraiment une véritable puissance agricole. Et on va passer aux chiffres du jour. On a beaucoup parlé de fuite de capitaux dans cette émission. Aujourd'hui, on va parler de la fuite des cerveaux. Puisque, messieurs, rappelons-le, au Cameroun, 40% de la main-d'œuvre camerounaise hautement qualifiée travaille à l'étranger. Monsieur Danzourmani, est-ce que vous voulez réagir à ce chiffre qui est quand même assez important ? 40%, vous dites ? Oui, 40% de la main-d'œuvre camerounaise hautement qualifiée travaille aujourd'hui à l'étranger. Mais en fait, là, vous parlez donc de l'immigration. Donc, ce qui veut dire que si quelqu'un immigre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que nos pays africains, mais je vais un peu réagir par rapport à la situation du cacao au Ghana, qui peut être liée à ces genres de choses, c'est-à-dire c'est un problème du climat. Et ici, il y a eu une conférence tout récemment à Paris sur le climat, et vous avez vu les inondations qu'il y a eu à Paris. Donc, quand les gens quittent pour aller travailler quelque part, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Certes, on peut responsabiliser les États, mais aussi il y a d'autres responsabilités qu'il faut chercher ailleurs.
Oui, Daouda, une réaction, 40%, c'est quand même énorme. Ces Camerounais hautement qualifiés travaillent notamment aux États-Unis et dans les pays européens. Oui, c'est énorme, Amira. Et à l'image du Cameroun, beaucoup d'autres pays africains souffrent de cela. Mais je pense que effectivement, la main-d'œuvre camerounaise est réputée effectivement. Et puis même au niveau des études, s'il y a quand même c'est l'un des pays en Afrique centrale qui a de très bonnes infrastructures en matière d'éducation et universitaire. Je pense quoi faire. Moi, j'ai l'impression que cette diaspora, justement, et c'est le cas d'en parler, quand les gens retournent au pays, on ne leur facilite pas forcément les choses. Donc il y a une administration qui traîne des pieds, même si la volonté politique au plus haut niveau présidentiel, on va dire, donne des directives. S'il y a des directives de là, il faut voir au sein des ministères qu'est-ce qui se passe. Beaucoup de membres de la diaspora vous diront que quand ils arrivent et qu'ils ont peu de temps pour créer une entreprise, mener une activité, ils n'y arrivent pas forcément parce que les lourdeurs administratives, les blocages, c'est des blocages structurels. Et je pense qu'il faut réformer l'administration et développer des politiques spécifiquement adaptées à la diaspora et les inciter à revenir au pays. Parce que sans cette diaspora, je pense que l'Afrique ne se développera jamais en se privant de sa diaspora. Oui, Malik, cette fuite des cerveaux, cette diaspora qui aujourd'hui est inactive dans ses pays d'origine, j'ai envie de dire, c'est quand même un drame pour le continent. C'est un drame pour le continent, effectivement. C'est de la valeur ajoutée qui se perd, c'est une richesse qui se perd et qui va à l'extérieur. Et bon, ces personnes-là ne vont pas de gaieté de cœur à l'étranger, c'est qu'ils ne trouvent pas forcément les moyens sur place et ils les trouvent à l'étranger. Mais parallèlement, et Daouda vient très justement de le souligner, c'est que l'État ne fait pas grand-chose, au Cameroun, mais aussi dans d'autres pays, et c'est le cas dans d'autres pays africains. Les États en général ne font pas grand-chose pour attirer cette diaspora. Maintenant, on a la chance de vivre dans un monde où la communication est beaucoup plus facile, la communication à distance, les technologies nous permettent justement de communiquer avec l'extérieur. Donc je pense qu'il faut vraiment miser sur ça aussi. Un médecin qui est au Cameroun, qui est un médecin camerounais qui est installé en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, peut très bien contribuer au développement dans le domaine de la santé dans son pays. Il faut utiliser ces vecteurs-là, ces vecteurs qui nous permettent de relier la diaspora au pays d'origine. Et donc cela fait partie des stratégies qui doivent être mises en place par les ministères effectivement respectifs, que ce soit dans la santé, dans l'éducation. Aujourd'hui, on peut faire des cours à l'université grâce à une interface, grâce à la technologie, même si le professeur se trouve à des milliers de kilomètres. Donc il faut développer ces segments-là quand on voit que le retour est difficile pour certains. Malik, merci pour vos analyses. Merci Amira, ce fut un plaisir d'être parmi vous. Merci à vous également, Daouda. Merci Amira, un plaisir renouvelé également. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci à vous également, monsieur Dan Zourmani. Je rappelle que vous êtes assistant de production. Merci pour vos analyses. Merci Amira et merci à votre équipe aussi qui m'a permis de m'exprimer sur votre plateau. Merci beaucoup, à très bientôt. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, mais l'Africa News Amp, ce n'est jamais fini. On se retrouve demain pour une nouvelle émission en cette semaine consacrée au Niger. À très vite.